Voici la Belgique. Et au beau milieu du pays, il existe une ligne invisible. Au nord, on parle le néerlandais. Au sud, on parle le français. Si vous êtes belge, cela n'a sans doute rien de nouveau pour vous. Vous l'avez peut-être déjà traversé des dizaines, voire des centaines de fois. Vous habitez peut-être même à quelques kilomètres de cette frontière. Mais ce n'est pas de cette ligne dont je parle. Je parle de celle-ci. Une route construite par les Romains il y a près de 2000 ans. À première vue, elle ressemble à une simple ancienne voie militaire. Pourtant, son tracé correspond en grande partie à l'une des plus anciennes divisions linguistiques d'Europe occidentale. Une coïncidence qui intrigue historiens et archéologues depuis longtemps. Malgré la chute de l'Empire romain, les invasions, la fragmentation du Moyen-Âge et la naissance d'un État belge qui n'apparaît qu'en 1830, cette séparation est restée étonnamment stable au fil des siècles. Comment est-ce possible? Pour répondre à cette question, il faut remonter jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, Jules César achève la conquête de la Gaule. Parmi les territoires intégrés à l'Empire figure la majeure partie de l'actuelle Belgique. Mais conquérir un territoire n'était que la première étape. Le maintenir sous contrôle représentait un défi bien plus important. L'Empire romain reposait sur une infrastructure efficace, les armées devaient pouvoir se déplacer rapidement, les messages parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours, les marchandises, les impôts et les fonctionnaires impériaux circulaient en permanence entre les villes et les frontières de l'Empire. C'est dans ce contexte que Rome développa un vaste réseau routier, soigneusement conçu pour relier les centres administratifs, les villes, les ports et les positions militaires. L'une des routes les plus importantes de cette région est aujourd'hui connue sous le nom de Via Belgica. Malgré son nom moderne, cette voie reliait la côte de la Manche à Colonia Claudia Ara Agrippinensium, l'actuelle Cologne en Allemagne. En traversant le territoire de l'actuelle Belgique, elle passait par d'importants centres romains comme Bagacum Nerviorum, aujourd'hui Bavay, Atuatuca Tongorum, l'actuelle Tongres, avant de rejoindre le Rhin, frontière orientale de l'Empire. Mais alors, pourquoi les Romains ont-ils précisément choisi ce couloir? Et pourquoi cette décision allait-elle influencer l'histoire de la Belgique pendant près de 2000 ans? Les Romains avaient besoin d'une route permettant de déplacer rapidement leurs troupes entre la côte de la Gaule et le Rhin. Mais cela ne répond qu'à la question « dans quel but ?» La question la plus importante est une autre. Pourquoi avoir choisi précisément cet itinéraire? La réponse commence bien avant Rome, bien avant que les légions ne traversent ces terres. L'actuelle Belgique présentait déjà un contraste géographique remarquable. Aujourd'hui, on imagine souvent le pays comme un territoire relativement petit et homogène. Pourtant, la réalité est bien différente. Le nord est constitué de vastes plaines sableuses façonnées par des anciens dépôts marins et fluviaux. Durant l'Antiquité, une grande partie de cette région était couverte de sols pauvres, de zones humides et de forêts peu favorables à une agriculture intensive. Plus au sud, en revanche, le paysage change progressivement. On y trouve des sols de l'ES particulièrement fertiles, notamment en SB et dans d'autres régions du centre de la Belgique. Ces terres permettaient des récoltes bien plus abondantes et accueillaient une population plus dense dès les périodes les plus anciennes. Cette différence reçoit rarement l'attention qu'elle mérite. Pourtant, elle a profondément influencé la manière dont ces territoires ont été occupés pendant des siècles. Là où l'agriculture produisait des excédents, apparaissaient des villages plus importants, des marchés plus dynamiques et une population plus concentrée. Là où les terres étaient moins favorables, les établissements humains restaient plus dispersés. Bien entendu, il ne s'agissait pas d'une frontière absolue. Des communautés existaient des deux côtés et les échanges n'ont jamais cessé. Mais pour un empire qui devait nourrir ses soldats, percevoir des impôts et administrer efficacement son territoire, un couloir bénéficiant de meilleures conditions agricoles représentait un avantage évident. C'est précisément dans cette bande de territoire que Rome choisit d'investir. La Via Belgica n'a pas été construite pour diviser des territoires ni pour tracer une future frontière linguistique. Son objectif était beaucoup plus pragmatique. Elle reliait les centres administratifs, facilitait le commerce et surtout permettait aux hommes, aux équipements et aux informations d'atteindre rapidement le Rhin, l'une des frontières militaires les plus stratégiques de tout l'Empire romain. À mesure que cette infrastructure gagnait en importance, des villes comme Bavay et Tongres devinrent de véritables pôles administratifs et économiques, attirant population, commerce et une présence romaine toujours plus durable. Et c'est ici qu'apparaît un détail souvent simplifié. Les Romains n'ont jamais imposé le latin de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. La romanisation fut un processus lent, progressif et profondément inégal. Dans les villes, les marchés, les camps militaires et les domaines liés à l'administration impériale, le latin populaire s'imposa progressivement. C'était la langue de l'administration, des contrats, du commerce et de la mobilité à travers l'Empire.
Au fil des générations, de nombreuses communautés l'adoptèrent dans leur vie quotidienne. C'est de ce latin que naîtront plusieurs siècles plus tard les différentes langues romanes, dont le français. Plus au nord, en revanche, l'évolution fut différente. L'influence romaine exista bel et bien, mais elle fut souvent moins intense et moins durable dans de nombreuses régions. Les populations continuèrent à parler différents dialectes germaniques qui évolueront lentement vers le vieux néerlandais, puis, bien plus tard, vers le néerlandais moderne. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondra au 5e siècle, on pourrait croire que toute cette organisation disparut. Les gouverneurs quittèrent la région, les légions se retirèrent, de nombreuses villes perdirent de leur importance, de nouveaux peuples s'installèrent sur ces terres. Et pourtant, le contraste linguistique ne disparut pas. Les Francs, peuple germanique qui finit par dominer une grande partie de la région, n'effacèrent pas totalement l'héritage linguistique existant. Au contraire, ils gouvernèrent des populations qui possédaient déjà des traditions culturelles et linguistiques distinctes. Alors que les structures politiques changeaient sans cesse, l'évolution des langues suivait un rythme bien plus lent. Tout au long du Moyen-Âge, les cartes politiques furent continuellement redessinées. Des comtés apparaissaient, des duchés disparaissaient, des territoires étaient hérités, divisés ou conquis. Pourtant, malgré ces bouleversements permanents, le grand couloir linguistique demeura relativement stable pendant des siècles, même s'il ne fut jamais totalement figé. À l'ouest, par exemple, l'influence économique croissante de l'île favorisa une lente progression des variétés romanes vers le nord, montrant que cette frontière fut toujours une zone de contact plutôt qu'un mur infranchissable. Siècles plus tard, lorsque la Belgique obtint son indépendance en 1830, cette réalité existait toujours. Mais il existe ici une nuance souvent oubliée. On affirme souvent que le nouvel État était gouverné en français, tandis que le Nord parlait néerlandais. Ce n'est seulement en partie vrai. Une grande partie de la population rurale de Wallonie ne parlait pas non plus le français standard au quotidien. Elle utilisait principalement le wallon, le picard, le gomard ou d'autres langues régionales appartenant aux familles des langues d'Oïl. Le français était avant tout la langue de l'administration, de la justice, de l'enseignement supérieur et des élites urbaines. Autrement dit, pendant une bonne partie du XIXe siècle, le français ne séparait pas seulement flamand et wallon, il distinguait aussi, bien souvent, l'administration des populations locales. C'est l'expansion progressive de l'école publique, de l'administration centrale et des médias qui transforma peu à peu cette situation. Au cours du XXe siècle, le français s'imposa comme la principale langue de la Wallonie, tandis que le néerlandais renforçait sa position en Flandre. Les langues régionales, en particulier le wallon, reculèrent progressivement auprès des nouvelles générations. Parallèlement, le mouvement flamand obtint la reconnaissance juridique du néerlandais, mettant progressivement fin à une inégalité qui avait marqué les premières décennies de l'État belge. Lorsque la frontière linguistique fut finalement fixée par la loi en 1962 et 1963, elle ne sortait pas de nulle part. L'État belge n'inventa pas une nouvelle séparation. Il officialisa une réalité historique qui s'était construite, déplacée par endroits et consolidée au fil de nombreux siècles. La Via Belgica n'a jamais divisé la Belgique. La Belgique n'existait même pas lorsqu'elle fut construite. Mais en suivant un couloir géographique où la romanisation fut particulièrement intense, cette route est devenue l'un des premiers témoins d'une évolution qui allait poursuivre bien après la disparition de l'Empire romain lui-même. Parfois, l'histoire ne s'écrit pas seulement par les rois, les batailles ou les traités. Parfois, tout commence simplement par le choix du chemin le plus logique pour construire une route.